Donc, j'invite notre collègue Eva von Dawson, professeure à l'Université du Minnesota, à venir nous rejoindre. Et elle va nous parler concernant l'intitulé « Le pouvoir sans l'écriture ou la constitution d'une formation étatique secondaire ». En français, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voudrais chaleureusement remercier Dominique Charpin et tous les organisateurs de ce colloque. C'est un grand honneur d'être ici. Et maintenant, laissez-moi vous emmener dans le vide, dans une histoire vide d'écriture. Nous ne pouvons entendre ni les débats qui se sont conclus il y a des milliers d'années, ni les appels aux armes, et nous ne pouvons écouter des conversations que si nous trouvons des lettres. Mais on a voulu que je parle de Mittani, dont nous ne disposons d'aucune archive, ni d'aucune inscription datant du période de formation. Comment vais-je donc combler ce silence? Au cours du deuxième quart du deuxième millénaire avant notre ère, la géographie politique, voilà la carte, oui. La géographie politique de l'Asie occidentale a été transformée par des acteurs non étatiques. Il s'agissait souvent de milices engagées au-delà des frontières des États territoriaux établis qui consignaient rarement eux-mêmes leurs actes. L'écriture n'était guère utile à ces hommes, pas plus qu'elle n'était utile pour lutter contre eux. Leurs interventions ont contribué à balayer les structures existantes de l'autorité politique et à mettre en place de nouveaux régimes. Une fois ceci établi, leurs architectes ont adopté l'écriture comme un outil de pouvoir suivant les pratiques des régimes antérieurs. Au départ, cependant, ils ne produisaient aucun document écrit. La maison royale de Mittani s'implanta sur le territoire de Hanigalbat peu après l'instauration du régime cassite à Babylone. D'un point de vue archéologique, cette période est bien documentée, mais même si certains textes jettent un peu de lumière en marge, elle reste une période obscure. Pourquoi est-elle obscure? Toutes les petites principautés de la région semblent avoir utilisé l'écriture auparavant, comme le montrent les textes provenant de Tigunani. Hanigalbat faisait partie d'un monde lettré. Ce n'est toutefois qu'au XVe siècle que nous disposons de documents écrits produits par le royaume de Mittani, et les plus anciens d'entre eux se distinguent par leur breveté. Finalement, dès le XIVe siècle, la cour mittanienne était capable de rédiger de longs textes en ourite ainsi qu'en akkadien, mais le régime semble avoir débuté illettré. Cette affirmation pourrait bien sûr être infirmée demain par de nouvelles découvertes. La région a toutefois fait l'objet des enquêtes archéologiques et les sites des villes comme Washukani, Taïde et Nawar ont été fouillés sans toutefois livrer de découvertes textuelles substantielles, voire aucune jusqu'à la dernière phase de l'existence du royaume. Dans une région bien connue sur le plan archéologique, à une époque marquée par d'importants bouleversements historiques, l'absence de texte met en évidence les limites d'une approche qui privilégie l'écriture en tant qu'instrument de pouvoir.
Mais c'est la parole et non l'écriture qui a ému les esprits, mobilisé les armées et façonné l'histoire. Et c'est la gouvernance participative qui a fourni un espace à la parole. Naturellement, sans document écrit, nous n'avons aucun accès à la parole en tant que moteur du changement politique. Néanmoins, une perspective qui tienne compte du pouvoir de la parole pourrait aider à cerner les processus largement non documentés par lesquels des formations étatiques secondaires, comme le Mitanni, se sont formées en marge ou sur les ruines des États qu'ils ont remplacés. Pour illustrer comment définir une telle perspective, faisons un détour par Ebla. Vers l'année 1600 avant notre ère, la ville d'Ebla fut détruite et ne fut plus jamais réoccupée à grande échelle. Cet événement inspira la composition d'un poème épique en ourite, qui fut consigné dans une édition bilingue par des scribes hittites 2 siècles plus tard. D'après les colophons, le poème était intitulé « Chant de la libération » ou « délivrance ». Le mot-clé « Kirenzi » dans le titre du poème est un nom abstrait dérivé de la racine « kir », « libéré », et il était utilisé comme équivalent de l'acadien « andurarum », « restauration ». Le verbe hittite paratarna signifie « céder », donc « libérer » au sens de « livrer ». Le poème raconte l'histoire de Ebla et la cause de sa destruction. Dans la mesure où elle a été préservée, l'histoire se déroule comme suit. Ebla avait depuis longtemps assujetti le peuple des Igingalish, et les dieux exigent désormais que Ebla libère ce peuple. Après un entretien avec Ishkara, déesse de la loi et des contrats, le dieu de la tempête Teshob transmet au roi d'Ebla, Megi, l'ordre de décréter Kirenzi pour le peuple d'Igingalish et son chef Pora, qui ont servi 9 rois, 3 d'Igingalish et 6 de Ebla. Les 9 rois sont énumérés dans le poème et les 3 noms conservés sont ourites. Il est possible que le message du Dieu ait été transmis par un personnage nommé Pisigara, le Ninivite, qui est présenté dans le prologue, mais qui ne joue aucun rôle dans les scènes conservées. Megi, le roi, transmet ensuite le message de Dieu au Sénat. Si les Eblaïtes décident de la libération, Teshob promet des bénédictions. Et s'ils refusent, il menace de destruction totale, schématisant la ville pour décrire comment il va l'effacer. La ville d'Ebla, je détruirai. Je la réduirai à l'état de lieu inhabité. La ville basse, je briserai comme une coupe. L'acropole, je la piétinerai dans la décharge. L'agora, là-dedans, comme une coupe, j'écraserai sous les pieds. Mais le Sénat s'oppose aux demandes du roi. Un membre de cette assemblée, nommé Sazalla, fils de Fazanegar, est présenté comme suit. Il n'y a pas un seul orateur qui s'oppose à lui. Au sein du Sénat, aucun orateur ne s'oppose à lui, personne qui ne présente d'arguments contre lui. S'il y a dans la ville un orateur puissant, dont personne ne contredit la parole, Sazalla est un tel orateur puissant dont personne ne peut contredire les propos au sein de l'Assemblée. Sazalla demande de façon ironique si le Dieu lui-même est opprimé au point d'avoir besoin d'être libéré, et il s'oppose à la libération du peuple assujetti, citant d'abord les services qu'il rend, puis invoquant le caractère sacré des relations hiérarchiques.
Meggy présente ses excuses à Teshob et se décharge de la culpabilité de sa ville. Bien que la destruction d'Ebla ne soit pas relatée dans ce qui reste du poème, il est évident que le dieu a mis sa menace à exécution. Le poème met en avant le pouvoir de l'art oratoire dans le domaine de l'autorité politique collective. Un sénat ou un conseil des anciens apparaît également ailleurs dans la littérature hourite, tout comme le motif de l'orateur puissant que nul ne peut vaincre dans le débat. La formule même par laquelle Sazalla est présentée se retrouve également dans la légende du chasseur Keshe. Je cite, « Il n'y a pas un seul orateur qui s'oppose à lui. Au sein du Sénat, aucun orateur ne s'oppose à lui. Personne qui ne présente d'arguments contre lui. » La récurrence de ces mêmes mots dans des compositions différentes indique que l'orateur sans égal était un motif courant, commun à la poésie hourite et homérique. Ebla elle-même a disparu de l'histoire, tandis que sa chute est devenue le sujet d'un chant. Quelle était son histoire au moment de sa destruction? Les fouilles menées à Tel Mardih, Ebla, ont mis au jour de nombreux vestiges datant de l'âge du bronze moyen, mais pratiquement aucun document écrit. De plus, durant cette période, Ebla est rarement mentionnée dans les textes découverts ailleurs. Elle n'apparaît même pas dans les archives de Mari. Comparons la ville mise au jour à l'Ebla du poème. À l'âge du bronze moyen, Ebla possédait une acropole fortifiée, entourée d'une ville basse fermée par un rempart doté de 4 portes. Elle comptait 4 bâtiments qualifiés de palais, l'un sur l'acropole et 3 dans la ville basse, dont l'un contenait des jarres portant l'inscription « Palais ». Elle abritait plusieurs temples et sous l'un des sanctuaires se trouvait un hypogée où étaient inhumés les membres de la lignée royale. On a trouvé une statue votive inscrite pour Yibitlim, roi d'Ebla vers 2000 avant notre ère, qui porte le titre de Mekum, dérivé de Malikum, qui sera auritisé sous la forme de Meggy dans le chant de la libération. Seuls 3 autres rois d'Ebla sont attestés pour les 4 siècles suivants. Ibdamu, connu grâce à des empreintes de son sceau réutilisées à Kanesh, Immeya, occupant de la tombe du seigneur des chèvres, et Indilima, dernier roi avant la destruction de la ville, dont l'existence est attestée par un document juridique, son propre sceau et celui de son fils. L'Ebla de l'âge du bronze moyen a livré au total 9 tablettes, dont la plupart n'ont pas encore été publiées. Elles comprennent 2 lettres, 3 documents administratifs et 3 documents juridiques qui consignent la mise en gage de vignoble en garantie d'une dette. Curieusement, l'un des créanciers porte le nom de Pora, comme le chef du peuple des Gengalish dans le poème. Aucune de ces tablettes ne mentionne les anciens d'Ebla, mais elles ne sont pas du genre à consigner les actes ni même l'existence d'un tel organe. Les vestiges archéologiques n'apportent pas non plus de preuves d'une gouvernance collective, mais ils n'ont pas été interprétés dans cette optique. De plus, mis à part l'utilisation du titre Mekum ou Meggy, il n'y a aucune correspondance entre les quelques rois attestés dans les documents écrits trouvés sur le site et les rois d'Ebla au nom hourite énumérés dans le chant de la libération. Si certaines caractéristiques de la cité de l'âge du bronze moyen
correspondent globalement à l'image qu'en donne le poète, d'autres ne cadrent pas. La véritable Ebla, tout comme cela du poème, comprenait une ville basse fortifiée entourant une ville haute fortifiée et se caractérisait par un culte des ancêtres royaux incarné par l'hypogée et son sanctuaire. Ces caractéristiques ne sont toutefois pas propres à Ebla. Les 4 palais ne correspondent pas à l'Ebla du poème. La cité décrite dans le poème était gouvernée par le Sénat, plutôt d'être sous l'emprise d'un monarque puissant ayant besoin de nombreux palais. Mais sur ce point, les données archéologiques ont sans doute été mal interprétées, car les maigres découvertes textuelles ne témoignent pas d'une administration royale puissante. Les soi-disant palais de la ville basse comportent tous des salles d'audience. Le Sénat n'aurait-il pas pu s'y réunir? Quant aux jarres portant l'inscription palais, qui ont été découvertes dans l'un de ces bâtiments, plutôt que de désigner le bâtiment, cette inscription pourrait indiquer qui avait fourni ces jarres, peut-être pour les réunions. Si la véritable Ebla était gouvernée par un Sénat, les délibérations de cet organe n'auraient pas nécessairement donné lieu à des documents écrits. Dans le poème, c'est la parole et non l'écriture qui est le moyen d'exercer le pouvoir. Cette caractéristique correspond bien à la rareté des documents écrits découverts sur le site. Des indices circonstanciels viennent étayer l'hypothèse selon laquelle Ebla aurait bel et bien été gouvernée par un Sénat ou un conseil d'anciens présidé par un roi. Les vastes archives d'Ebla datant de l'âge du Bronze ancien attestent de la présence d'anciens à la cour et de leur participation aux relations diplomatiques. Les scribes d'Ebla ont consigné le mot tatamum, dérivé de awum, parlé comme équivalent local de sumérien unken, assemblée, ce qui indique que l'ordre politique comportait un parlement ou une institution similaire. De plus, des documents occasionnels attestent que les décisions politiques étaient prises en assemblée. Plusieurs siècles plus tard, des traités impliquant Apum attestent que les anciens occupaient une position comparable à celle des anciens d'Ebla au XXIVe siècle. La ville de Urgish était gouvernée par ces anciens, tandis qu'à Emar et à Tutul, l'autorité politique était exercée par un organe se réunissant sous la forme d'un tatamum. Et j'aurais dû ajouter les anciens de Tigunani. Les exemples tirés des archives de Mari pourraient être multipliés et l'Assur contemporaine était une véritable république. Emar et les communautés politiques voisines continuèrent d'être gouvernées par des collectifs, des pairs et des conseils d'anciens jusqu'à leur disparition sous la domination hittite. En somme, la forme de gouvernement dans laquelle un Sénat ou un organe comparable exerçait l'autorité avec ou sans roi prédominait en Syrie durant cette période. Aucun de ces éléments ne permet de décrire le système politique d'Ebla au début du deuxième millénaire, même s'il fournissait un modèle qui correspond à la description donnée dans le Chant de la Libération. L'Ebla historique, détruite vers 1600 avant notre ère, se trouve dans un vide épistémologique, entouré d'ensembles d'informations qui ne sont pas directement applicables, ou elles ne sont pas locales, ou pas contemporaines, ou pas factuelles. Ces négations complémentaires permettent néanmoins de formuler des hypothèses sur ce qui est probable, ce qu'a d'ailleurs fait le poète. L'histoire des débuts de Mitanni se déroule aussi dans un vide, dont les limites ne sont pas marquées archéologiquement. Contrairement à un niveau de destruction, aucun niveau de fondation n'est connu, de sorte
qu'il n'existe aucune base solide pour dater ses origines, et aucune épopée la relatant n'a été consignée sur de l'argile. Les contours de ce vide peuvent être esquissés en se référant à des sources exogènes, à des textes relatifs à des formations politiques antérieures, ainsi qu'à des éléments linguistiques ou onomastiques. Parmi les sources exogènes figure l'inscription funéraire d'Amenemhat l'horloger égyptien, qui fournit la plus ancienne attestation de Mitanni. Le texte mentionne une rencontre entre les Égyptiens et Mitanni vers la fin du XVIe siècle, fournissant ainsi un terminus antiquem pour la fondation du royaume portant ce nom. Un siècle plus tôt, des documents de la fin de la période paléo-babylonienne font référence à Hanigalbat, un nom attesté pour la première fois sous la forme Habingalbat, dont l'origine linguistique est inconnue. Plusieurs textes hittites relatent des événements antérieurs à la formation de Mitanni, évoquant l'ennemi Hourite et les rois des Hourites. Dans les annales de Hattushili le premier, l'ennemi de Huri dans la version hittite correspond à l'ennemi de Hanigalbat dans la version akkadienne. Tous ces textes ont été transmis par copie plutôt que d'être contemporains des événements. Des documents contemporains provenant de l'un de ces royaumes hourites ont été conservés, à savoir les textes Tigunani, datant du XVIIe siècle. Ces textes fournissent des informations, comme vous avez déjà appris, concernant le réseau de principautés de la région du cours supérieur du Habor et du Tigre, où le hourite était parlé aux côtés de langues sémitiques et probablement des autres langues. Enfin, les données linguistiques et onomastiques ont joué un rôle démesuré dans l'écriture de l'histoire de Mitanni, car ces données comprennent des mots et des noms indo-ariens et les passionnés contemporains des anciens ariens assimilent instinctivement les peuples à la langue de leur nomenclature. Les principaux éléments de ce petit corpus sont les suivants. Un petit ensemble de vocabulaire spécialisé, se rapportant principalement aux chars tirés par des chevaux, quelques noms propres, les noms portés par les souverains mitanniens et 5 noms divins. Aucun de ces éléments ne prouve que la famille royale était arienne, ni qu'elle parlait une langue indo-arienne, ni qu'elle s'était hissée au pouvoir en Asie occidentale grâce à une vague de conducteurs de chars parlant une langue indo-arienne. Cela suggère toutefois que certains des milices recrutés au-delà des montagnes ont parlé une langue indo-arienne. Ces mercenaires migrants seraient arrivés en tant qu'hommes sans attache, qui devaient s'intégrer dans des familles locales s'ils voulaient laisser une descendance. De plus, ils sont arrivés illettrés, n'ayant aucun besoin d'écrire, même si leurs descendants devaient finir par s'intégrer à une culture lettrée. Leur langue indo-arienne, cassite ou autre, n'ont pas survécu longtemps à leur intégration et n'ont jamais été consignées par écrit. La langue indo-arienne que certains parlaient autrefois constituait toutefois la source du vocabulaire spécialisé de l'art du char et jouissait de ce fait d'un prestige culturel. Cela fournit alors les grandes lignes d'un récit plausible sur les origines de Mitanni. Dans le pays des Hourites, il existait un royaume appelé Hanigalbat, l'un des nombreux royaumes qui luttaient pour leur survie en engageant des troupes dotées de compétences militaires spécialisées à une époque où le char tiré par des chevaux était introduit comme moyen de faire la guerre. Dans ce contexte, les chefs militaires pouvaient déployer des troupes pour accéder au pouvoir politique et ils le faisaient nécessairement de vive voix. L'un de ces prétendants couronné de succès
établit sa domination à Hanigalbat et fonda une maison royale. Peut-être s'appelait-il Maeta, ou peut-être s'agissait-il du nom de l'ancêtre éponymal de la maison royale. Quoi qu'il en soit, la dynastie fut nommée d'après lui par l'ajout d'un suffixe en aurite. Cette dynastie étendit son domaine, plaçant progressivement tout le pays aurite sous sa domination, et adopta la pratique consistant à utiliser des noms royaux dérivés de la langue indo-aryenne qui fournissait la terminologie relative à l'art de guerre en char, cette technologie militaire prestigieuse qui les avait aidés à accéder au pouvoir. À mesure que le nouveau régime consolidait son pouvoir sur des terres où l'écriture était en usage et interagissait avec d'autres entités politiques lettrées, il acquit lui aussi cette capacité. Au fil du temps, les scribes de Mitanni mirent au point un système d'écriture phonologiquement précis pour l'aurite, leur langue maternelle. Mais au XVIe siècle, c'était la parole qui constituait le moyen d'exercer l'autorité politique. Enfin, je suggère qu'il pourrait s'agir d'une règle générale selon laquelle les formations étatiques secondaires s'initient sans recourir à l'écriture, alors que l'invention et l'utilisation de l'écriture accompagnent régulièrement la formation d'un état primaire. Une fois que l'infrastructure de l'autorité politique a été établie, celle-ci est susceptible d'être reprise par des acteurs extérieurs utilisant d'autres outils. Et je vous remercie pour votre attention.